Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Nouveau format aujourd'hui que j'ai décidé d'appeler Cas d'école. Cette série doit recenser des situations peu banales afin de constituer une base de données pour résoudre certains cas épineux de dysfonctionnement dans la voiture électrique et son écosystème. Le but est ici d'informer et surtout d'aider à la résolution de problèmes. Aujourd'hui, je vais traiter d'un cas extrêmement intéressant de recharge à domicile qui fonctionne pas du tout comme c'était prévu. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Commençons par le contexte. Jean-Christophe Grand Rouleur travaille loin de chez lui. Ouais, je sais, ça change des Jean-Michel, mais vous verrez qu'on en a aussi de ceux-là. Il est à près de 100 km de son travail et le coût de carburant pour s'y rendre devient très lourd à assumer. Il a des horaires décalés, ce qui rend l'utilisation des transports en commun impossible. En plus, il est à la campagne et loin d'une gare. Madame travaille également dans la même entreprise. Ils vont donc ensemble au travail, ce qui rend le coût du transport acceptable et surtout moins cher en voiture qu'avec les transports en commun. Comme quoi, chaque situation est différente. Néanmoins, il décide d'acheter une Model 3 propulsion pour remplacer sa diesel. Comme il habite à la campagne, il doit donc s'équiper d'une solution de recharge relativement rapide. Or, il a racheté la maison mitoyenne de la sienne. Cela lui permet d'avoir un garage et 2 places de parking en plus d'une surface supplémentaire chez lui. Dans une rue où les maisons sont toutes accolées, c'est un gros avantage. La maison est pour le moment inoccupée et son électricité est vétuste. Jean-Christophe veut bien faire les choses et s'en donne les moyens. Il fait donc changer le tableau d'arrivée de courant par le prestataire de réseau électrique, que j'appellerai ici Amène Courant. Vous avez compris, j'utilise des noms fictifs car le but de cette vidéo n'est pas de stigmatiser ou de faire la promotion de tel ou tel acteur, mais bien d'apporter une expérience utile à ceux qui pourraient bien être dans un cas similaire. Amène Courant change donc le compteur qui datait des années 1930 ainsi que le disjoncteur. Pour l'installateur, c'est d'ailleurs un record en termes de date. Or, l'installation est en triphasé, ce qui arrange bien Jean-Christophe. Il fait appel à Jean-Édouard, électricien, pour installer une borne Tesla Wall Connector V3 dans son garage. C'est une borne triphasée qui peut théoriquement délivrer jusqu'à 11 kW à une Tesla Model 3. L'installation est faite et Jean-Christophe récupère sa rutilante voiture. En rentrant chez lui, il branche sa voiture qui commence à charger avant de faire sauter le courant 1 minute plus tard. Ah, bah là, il y a comme un twist, hein. Jean-Christophe rappelle l'électricien qui se déplace rapidement et fait toute une série de contrôles. Tout a l'air bien installé, mais l'électricien pointe un souci. Le disjoncteur est trop faible selon lui. Le disjoncteur principal, hein. Jean-Christophe appelle alors son fournisseur d'énergie Memedis. Jean-Michel, commercial par téléphone de chez Memedis, lui dit qu'il faut augmenter son abonnement. 12 kVA, ce n'est pas assez selon lui. L'abonnement est donc remonté à 18 kVA. Petite parenthèse, lorsque Jean-Christophe m'a raconté cela par téléphone, j'ai froncé les sourcils. En effet, tirer 11 kW sur une installation 12 kVA n'est pas un souci, car en gros, 1 kVA égale 1 kW. Et le reste de la maison n'est pas habité. Donc, la seule chose qui est raccordée sur le tableau est la borne de recharge. Jean-Michel Commercial a fait un raccourci en pensant que la maison tirait aussi du courant, mais ce n'est pas le cas. Bien entendu, vous vous en doutiez, le changement d'abonnement ne résout rien du tout. Jean-Christophe rappelle l'électricien qui continue à pointer le disjoncteur trop faible selon lui. Monsieur et Madame Grand Rouleur commencent alors un véritable marathon avec la hotline de Memedis. Ils sont donc pris en charge de Jean-Michel en Jeanne Micheline pour se faire dire que non, le disjoncteur est bon et qu'il ne sera rien fait sur la ligne de Jean-Christophe et son épouse. Jeanne Micheline, hystérique, aura même l'aplomb de mettre en cause l'électricien alors qu'elle a d'autres problèmes à gérer. Elle est en télétravail, elle doit s'occuper des gamins, du chien, du chat, de la bouffe, enfin bref, elle n'a pas que des petits problèmes d'électricité à régler et que si elle est en télétravail, c'est aussi pour avoir sa paix. En gros, elle l'a pas dit comme ça, mais c'était ça. Voilà une attitude plutôt indigne de sa fonction. Mais bon, Jean-Christophe ne sait plus quoi faire et il en parle à son travail.
Coup de chance, Bruno, technicien technique, l'un de ses collègues, est un de mes vieux amis. Il parle de moi et m'appelle. Il me raconte donc l'histoire et je commence à établir une stratégie pour essayer de trouver la panne. Lorsqu'on a un problème électrique, il est relativement facile de trouver un coupable. La procédure la plus intelligente est d'éliminer les éléments les uns après les autres, en commençant à un bout du circuit. Premièrement, il fallait éliminer la variable voiture. Si pour une raison ou une autre, la Model 3 toute neuve était en cause, brancher Maggie, ma Tesla Model S, à la place, devait logiquement résoudre le problème. Je branche et ça commence à charger. Avant de sauter après une minute. La voiture, c'est donc pas ça. La borne a été contrôlée par Jean-Édouard électricien, et en voyant l'installation, j'ai trouvé ça très propre et bien fait. En plus, le voyant de la borne est au vert, indiquant que tout fonctionne normalement. Les bornes Tesla sont équipées de systèmes d'autodiagnostic. Je décide donc de laisser la borne de côté. Je remonte vers le tableau électrique et vois que aucun disjoncteur du tableau n'a sauté. Donc, je continue mon investigation. Je remonte donc la ligne et contrôle le disjoncteur général. En regardant les indications notées dessus, il me vient un doute. Il est inscrit de 10 à 30 ampères. Je me demande alors, est-ce que c'est 30 ampères par phase ou bien 30 ampères au total, soit 10 ampères par phase? N'étant pas familiarisé plus que cela au matériel triphasé, je décide d'en avoir le cœur net. Pour délivrer 11 kW, il faut 16 ampères par phase, donc si le disjoncteur coupe à 10, il est normal qu'il saute. Or, les Tesla peuvent limiter l'ampérage de charge, ce qui n'est pas possible pour toutes les voitures électriques. Je retourne donc dans ma voiture et réduis l'ampérage à 8 ampères. On branche, et ça recommence à charger. Sans souci et sans sauter. À 9 et 10 ampères, tout va bien, mais dès que je passe à 11, ça saute. Nous avons donc la cause. Le disjoncteur n'est pas adapté et saute à 10 ampères. De son côté, Jean-Édouard électricien n'est pas resté inactif. Il se creuse les méninges pour trouver un moyen de faire remplacer ce disjoncteur. Il fait donc appel à l'assistance du gestionnaire de réseau en disant que le disjoncteur ne tient pas du tout. Comme ça, ils envoient un technicien en urgence. Amen Courant envoie donc un Jean-Mathieu technicien dans l'heure. Et je suis présent à son arrivée. Nous lui expliquons le problème, mais aussi ce que nous avons fait comme diagnostic, afin de lui donner un maximum d'informations pour qu'il n'ait pas besoin d'aller chercher tous azimuts. Il est d'accord avec nous en voyant le disjoncteur. Ce n'est pas le bon. Il contrôle alors le reste de l'installation et fait une première constatation. Le compteur et les fusibles de sécurité de l'installation ne sont pas non plus les bons. Tout est installé en triphasé 10 ampères par phase. Pas bien! Il remonte alors le câble d'acheminement et constate que celui-ci est très ancien et qu'il est calibré pour 10 ampères par phase. Il est donc à remplacer, tout comme le compteur, le raccordement et le disjoncteur, et cela résoudra le souci. Nous avons donc l'explication et tout le cheminement d'action qui a conduit à cette situation. Le premier Jean-Mathieu technicien qui est venu installer le compteur a bien fait son travail. Il a installé le nouveau compteur et ses sécurités conformément à l'acheminement présent dans la maison. Installer une puissance supérieure aurait été dangereux car le câble aurait pu fondre ou mettre le feu à la maison. Amen Courant savait donc que la ligne était limitée à 10 ampères. Ils ont installé le matériel correspondant mais sans informer le client de la limitation. En revanche, Memedis, le fournisseur de courant de Jean-Christophe, n'avait visiblement pas cette information, ou n'avait pas les compétences pour en tirer une conclusion techniquement fonctionnelle. D'ailleurs, ça les arrangeait bien, puisqu'ils peuvent ainsi vendre un abonnement plus élevé. Ils vendent un abonnement de 12 kVA, alors que la ligne ne peut en acheminer que 6. Or, le Linky se configure normalement, ce qui donne l'illusion qu'il y a assez de courant. Il affiche bien sur son écran 12 puis 18 kVA. Faire augmenter à 18 kVA était logique pour une installation normale, mais encore une fois, ici, comme la maison ne consomme rien, c'était totalement idiot. Les Jean-Michel commerciaux ont fait preuve d'incompétence ou de manque de formation, car ils auraient dû se douter que quelque chose n'allait pas dans ce contexte très précis. Au final, que pouvons-nous tirer de cette affaire? Premièrement, toute la source du problème vient d'un manque d'information. Cela pourrait être résolu par deux simples actions qui devraient être inscrites dans le marbre et faire l'objet d'une loi ou d'une norme. En premier lieu, lors d'une installation de compteur, il faudrait que soit apposée une étiquette sur le disjoncteur ou le compteur indiquant la limite de courant de la ligne. Dans ce cas, indiqué en clair et en gros, limite de la ligne d'acheminement 3 x 10 ampères 6 kVA aurait permis à l'électricien de savoir que c'était limité.
Les électriciens en bâtiment ont généralement affaire à du monophasé et ils ont rarement du triphasé. Ce qui fait que, dans certains cas, eh bien, un électricien qui installe des bornes, lui, il va pas avoir forcément l'expérience du triphasé et il ne constatera pas tout de suite le problème du compteur. En second lieu, cela permettrait au client de savoir qu'il y a une limitation physique et donc que s'il veut aller plus haut en puissance, il doit faire remettre à niveau l'acheminement. C'est ce qui va être fait chez Jean-Christophe. Enfin, cette information devrait figurer en clair dans le contrat d'abonnement des fournisseurs de courant. Ainsi, un client ne payerait jamais un abonnement plus élevé que ce que le réseau est capable de lui fournir dans la réalité. Pour conclure cette vidéo, je voudrais lancer un appel aux professionnels, mais aussi aux clients. Pour les clients, soyez curieux. Demandez autant d'informations que possible sur le fonctionnement des installations qu'on a fait chez vous, car vous pourriez en avoir besoin pour exposer un problème à votre fournisseur ou à un prestataire. Pour les professionnels, prenez le temps d'expliquer simplement comment fonctionnent les choses à votre client, surtout lorsque vous faites une installation un peu différente de l'habitude et que votre client est intéressé, comme c'était le cas de Jean-Christophe. Faire mieux circuler l'information au départ et laisser des traces écrites permet de résoudre énormément de problèmes avant même qu'ils n'interviennent. Dans le cas de Jean-Christophe, ça aurait dû se passer ainsi. 1. L'installation d'une étiquette au tableau aurait conduit l'électricien à savoir qu'il y avait une limitation physique. 2. Il en aurait informé son client qui aurait pu demander une mise à niveau de sa ligne. 3. L'électricien aurait alors installé, mais en limitant la borne à 10 A et en informant son client, qui aurait pu se charger tout de même si c'est un peu moins vite. Ensuite, la mise à niveau de l'acheminement aurait été faite, permettant de débloquer le plein potentiel de la borne et la satisfaction du client. Anticiper les problèmes et dresser un tableau honnête de la situation permet d'éviter les soucis et offre au client une vision du projet jusqu'à ce que tout fonctionne selon ses prévisions. Là, Jean-Christophe et son épouse sont devant le fait accompli et doivent payer le nouvel acheminement alors que ce n'était pas prévu dans leur budget. S'ils avaient été informés depuis le départ, cela serait mieux passé et aurait été prévu dans le budget initial. Pour éviter les mauvaises surprises, anticiper et informer doivent être les maîtres mots. Et c'est là que les services du fournisseur de courant ont été particulièrement mauvais. J'espère qu'ils verront cette vidéo et qu'ils en tireront des conséquences pour améliorer leur service au lieu de rejeter la faute sur ceux qui ont bien fait leur boulot. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.